Inconditionnel de la parenthèse, bon réveil et merci de nous rejoindre dans la matinale de ce mercredi. Nous serons ensemble jusqu'à 8h45 pour faire le tour de tout ce qui peut agrémenter votre journée avec les chroniqueurs. On parle aujourd'hui de période de grossesse, les signes sympathiques et surtout les envies souvent qualifiées de bizarres chez la femme enceinte. Mylène Fanou et son invité vont nous en parler dans un instant. Le talk du jour aussi va statuer sur une question qu'on pourrait qualifier de sanitaire. On parle aujourd'hui d'obésité. Une pensée à ces personnes obèses-là qui souffrent chaque jour et qui combattent chaque jour le surpoids. Tout ceci à débattre avec les invités dans le talk de ce matin. Nous allons également, dans la rubrique Lexique-Sport, revenir sur l'hyperandrogénisme. Voilà, c'est une situation qui défraie toujours la chronique dans le monde de l'athlétisme. Gloria Oni sera également avec nous dans quelques instants pour Fierté 229. Elle nous ramène aujourd'hui dans notre studio, le premier au bac du Bénin session de juin 2021. Tout ceci dans ce numéro de la parenthèse. Merci de nous rejoindre. On démarre comme tous les matins dans la bonne humeur avec bien entendu Axel Mérine qui aujourd'hui nous présente, on va dire, la domestique de son père. Asseyez-vous. Ah, non, je t'ai vu il y a longtemps. Non. Et le boulot? Ça va? Et le boulot, oui, j'ai dit le boulot. Oui, ça va bien. Ok. Ma fille, tu prends bien soin de mon enfant? Oui. C'est bientôt le mariage, j'espère. Il faut vite que tu te maries avec lui, hein. J'attends seulement le mariage pour amener mon fils, hein. Vers l'hôtel. Oui. On en a besoin. Mon fils. Oui, papa. Donc, il faut vite te marier. C'est tout bientôt, j'espère. Oui, c'est pour vous. Parce Oui. que moi, Non, ça va. De toute façon, tout va bien. Ok, ça marche. Oui. Luna, faut servir mon fils, tu vois. Aujourd'hui, ils sont venus, ils veulent se marier. Donc, tu vas amener de l'eau pour eux. Fais vite. Merci papa, merci beaucoup. Oui. C'est ma nouvelle servante là. L'autre là est tombée enceinte, je l'ai cassée. Oui. Prenez de l'eau. Ma chérie, prends de l'eau. Prends de l'eau. Ma chérie, tu es énervée façon aujourd'hui. C'est merci, vas-y. Non, c'est bien. Elle a fait un peu de trucs là aujourd'hui. Allez goûter. Merci ma fille. Hein? Oui. Allez, hein? Vas-y. Oui. Vous voulez plus d'eau? Beaucoup d'eau. Ça fait du bien, hein? Oui, donne-moi un peu, juste un peu. Ma fille, fais comme chez toi, hein? Tu es chez toi. Merci. Merci beaucoup. Apparemment, vous voulez goûter? C'est bon, vous voulez goûter? Oui. Merci. Mangez, hein? C'est super bon. C'est bon, je suis au régime. Faites comme chez vous. Vous voulez goûter ça? Ça va, ma fille, hein? Ça va. Du sucre dans l'eau? Hé, ma chérie, y'a quoi? Attends. Ma fille s'est fâchée. Assieds-toi. Servi là, mieux peut faire. Non, ta femme, elle est gentille, hein? C'est ce que tu veux. Papa, Oui. on me laisser prendre soin de lui. Je sais que tu connaissais le goût. C'est ce que tu veux, non? C'est ça, Tu connaissais le goût, hein? Sinon, mon fils, viens faire une semaine ici, hein? Ta chambre est là, plus personne n'utilise là. Une semaine. Oui, avec ta femme là. Oui, papa. Avec ma... Oui, avec ta femme, bien sûr. On va venir, papa, on va venir. D'accord. On va venir, on sera lourdement armés. J'ai confiance. Tu prends bien soin de mon fils. Ma chérie, quoi vous êtes? Va à la cuisine, s'il te plaît. Prépare quelque chose. Parce que on a la faim là. Vivement le mariage, hein?
Vivement le mariage, vivement Oui, le c'est mariage. bientôt, papa. Je suis trop pressé. Oui. C'était donc Axel Merrill qui était confronté un peu à la femme de ménage hein, de son père, dont la beauté l'a clairement donc décontenancé hein, face à, on va dire, la femme avec laquelle il est venu voir le père. C'est assez perceptible. Il y a toujours de ces domestiques-là qui constituent parfois un danger pour, en tout cas, l'employeur lui-même. Vous êtes avec nous. Vous êtes avec nous. Mylène Fano, bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour aux amis téléspectateurs. Alors, vous avez vu la domestique? Elle était trop jolie, un peu trop jolie pour être une domestique. D'accord. On aura forcément du mal à se contrôler devant une telle belle créature. Ah, vous avez tout dit. Bonjour, docteur. Bonjour Bruno, bonjour Mylène. Vous avez vu aussi la domestique? J'ai suivi. Non, est-ce que vous avez vu la domestique? Ah, je l'ai vu. Allez, on va parler santé avec vous deux ce matin. Mylène, vous nous parlez de la période de grossesse, des signes sympathiques et surtout bien plus encore. des envies, ces envies-là qu'on qualifie de bizarres, c'est perçu comme des caprices parfois, difficiles à gérer. En tout cas, pour ceux qui vivent autour de la femme enceinte, c'est dans la rubrique santé dans un instant. Alors, la grossesse, la Bruno, période tu de l'as grossesse. dit, on se penche ce matin sur ces fameuses envies de 3 heures du matin qui font tout de même le charme d'une grossesse. Loin de n'être qu'un mythe, les envies bien particulières des femmes enceintes les accompagnent durant un bon moment ou tout au long de leur grossesse. On parle là des signes sympathiques et bien plus encore. Alors, d'où nous viennent ces envies? Comment y faire face? On en discute déjà ce matin avec le docteur Amos Bokodaro. Bonjour. Bonjour Mylène, La pleine forme. ça va? Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. On va déjà essayer de comprendre ce qu'on entend par signe sympathique. Je vais aujourd'hui introduire le sujet par un exemple vrai et vécu par une patiente qui à l'époque était enceinte de son deuxième enfant. Elle m'a raconté qu'un jour, à une heure indue, elle a eu une folle envie de consommer de liant pilé. Bon, la période s'y prête d'ailleurs. Donc, elle appelle son époux qui se plie en 4. Et quand je dis je se plie en 4, je n'ai pas exagéré parce que je l'ai dit, c'était une heure indue, une heure qui n'était pas évident de trouver. propice D'en trouver. pour avoir ce type de repas. Donc, le mari s'est débrouillé, s'est plié en 4 pour lui trouver son liant pilé. Elle en a copieusement consommé, elle s'est régalée. Et l'instant d'après, elle a tout rejeté. Wow. Et elle me fait, mais elle a dit en fond, un cagbedou. J'ai mangé. Malgré tout, Parce oui. que J'ai quand même mangé. j'ai quand même mangé. Parce que elle se dit le plaisir que lui a procuré le fait d'avoir satisfait cette envie d'y empiler n'est pas comparable à la désaventure du vomissement. Donc, elle est quand même contente d'avoir pris son y empilé, bien qu'elle ait vomi juste après. C'est pour dire que les signes sympathiques sont des manifestations qui sont physiologiques. Ce n'est pas forcément pathologique, mais il faut nuancer. Toutes ces manifestations ne sont pas que physiologiques. Je vais revenir sur ça. Ce sont des manifestations physiologiques qui surviennent souvent entre le premier et le troisième mois de la grossesse, au premier trimestre de la grossesse, chez certaines femmes. Toutes les femmes ne vont pas faire ça. Et ça dépend aussi du type de grossesse. Certaines femmes ne vont pas les faire pour toutes les grossesses. Il faut nuancer. Et quels sont ces signes-là? Ce sont d'abord des signes digestifs, la nausée, les vomissements, la modification de l'appétit, la modification du goût parfois. C'est aussi les signes neurologiques, pour ne pas dire les signes neuropsychiques ou nerveux. C'est l'irritabilité,
l'excitabilité, l'émotivité, la somnolence, les dégoûts Ouais. et bien sûr les envies. Moi, je veux bien comprendre. Ces signes ont quoi de sympa? Ah bon, quand on dit sympathie, ce n'est pas forcément pour dire que c'est sympa, Ouais. mais c'est pour dire que c'est sous le contrôle du système nerveux sympathique, qui est un système qui contrôle nos mouvements un peu involontaires. Ça vient de façon automatique. La femme ne peut pas contrôler. Ça ne dépend pas d'elle en fait. Elle subit ça. C'est cela le qualificatif sympathique. Est-ce qu'il y a des agissements côté hormonal qui aussi pourraient expliquer ces envies-là qui viennent, on va dire, de nulle part, pratiquement et difficile souvent à comprendre pour celui qui n'est pas enceinte et qui ne subit pas? Plusieurs études menées par plusieurs spécialistes ont essayé d'expliquer le fait. Donc, il y a plusieurs approches. La première approche, comme vous venez de le dire, c'est l'approche de troubles hormonaux. Et c'est démontré que par ceux qui ont fait cette étude-là, que le placenta produit certaines hormones qui désorganisent l'organisme, je m'excuse pour la tautologie, l'organisme de la femme, et qui font que la femme enceinte a des goûts bizarres ou bien des dégoûts bizarres. Ça, c'est la première approche. L'autre approche aussi, c'est que c'était du fait de certaines carences ressenties dans le corps de la femme qui la poussent vers certains aliments au détriment d'autres. Et la troisième approche qui explique le processus, c'est l'approche émotionnelle. On dit, mais parce que la femme est en carence affective, en carence émotionnelle, elle se réfugie dans certains aliments pour pouvoir combler cette carence-là et pour booster son moral. Et ces envies, on a remarqué, ces envies subviennent à des heures tardives, hein? Pas forcément. Elle peut survenir à n'importe quel moment de la journée. Et ce ne sont pas forcément des caprices parce que j'ai expliqué les approches. Donc, ce n'est pas rien qu'une affaire d'heure. Parfois, c'est le matin, parfois, c'est l'après-midi, parfois, c'est le soir, parfois, c'est dans la nuit profonde. Donc, ce n'est pas forcément à des heures indues. Il y a bien un thème approprié pour désigner ces envies. Non, le thème, comme je dis souvent, c'est les envies alimentaires parce que c'est ce qui prédomine, les envies alimentaires. Mais est-ce que toutes ces envies-là sont à satisfaire? Parce que oui, pour certaines femmes qui, par exemple, lorsqu'elles sont enceintes, elles désirent boire de l'alcool, alors qu'on sait que l'alcool peut affecter la morphologie du bébé qui est en conception. Est-ce que c'est bien de la laisser aller à ses envies? Pire que ça, l'alcool peut provoquer une fausse couche. Oui. L'alcool peut nuire gravement à la santé aussi bien de la maman que de l'enfant. Et pour rebondir sur votre question, toutes les envies ne sont pas satisfaites parce que si l'envie doit nuire à la femme, si l'envie ne doit pas faire du bien au bébé à naître, vous comprenez qu'on ne peut pas la satisfaire. Si une femme enceinte demande à prendre du tabac, qui va entraîner peut-être des malformations sur le fœtus. Si elle demande à ne consommer que de l'alcool, on ne va pas tout lui donner. Si c'est tout le temps un seul repas, qu'elle ne veut que ça, elle ne veut manger que ça, c'est compliqué parce que le futur nouveau-né va puiser ses besoins nutritionnels dans l'organisme de sa maman au travers du placenta. Donc, il faut que la femme enceinte sache que les moments de grossesse sont des moments où elle ne doit pas manger 2 fois plus. C'est des moments où elle ne doit pas manger pour 2, mais des moments où elle doit manger 2 fois mieux. C'est-à-dire une alimentation équilibrée. On ne parle pas qu'aux femmes, on parle aux deux, à l'homme, au conjoint et à la femme. Quelle attitude le conjoint doit avoir en ces moments-là? Oui, on a parlé de carence émotionnelle comme une approche d'explication. Donc, c'est porter la vie, je peux dire que c'est la plus noble mission qu'un humain peut accomplir. Et Dieu a choisi la femme pour accomplir cette noble mission-là. Donc, les moments de grossesse sont des moments où nos épouses, nos sœurs, nos mères ont besoin d'attention. Elles ont besoin d'amour. Elles ont besoin de soins. Elles ont besoin qu'on les comprenne. Elles ont besoin de patience. Donc,
que les hommes ne prennent pas toutes ces envies pour des caprices parce qu'elles ne le sont pas toutes, même si c'est vrai que parfois Il y en certaines a, femmes parfois, en profitent. Il y en a qui en profitent un peu. C'est comme cette blague qui a souvent circulé où la femme enceinte dit à son mari, bébé, écoute, le bébé a envie de lire les messages dans ton portable. Ça aussi, c'est hormonal, ça. Mais C'est ce pour sont des rigoler envies saugrenues. C'est possible que ça arrive, n'est-ce pas? En tout Puisque cas, ça ne s'explique Un pas. bébé qui a En envie tout de cas, lire Ouais, les bien messages, sûr. qui ça donne envie à dépend. sa maman de voir Ça- les messages dans Ça le dépend de portable du l'angle papa. de vue. Ça dépend de l'angle de vue parce que, mais là aussi, on ne peut pas tout le temps tirer. On ne peut pas tout le temps être pour autant rigoureux envers les femmes. Si c'est cela qui va faire son bien et faire le bien du bébé, bon, qu'elle lise ça devant le mari, bien que le mari lui lise les messages lui-même, pourquoi pas. C'est une belle approche quand En même. tout cas. Merci, docteur. Oui, vous me On a permettrez eu l'essentiel déjà oui, ce matin. avant de finir, vous me permettrez de lancer un message d'encouragement à ces nombreuses femmes qui attendent et espèrent désespérément le fruit des entrailles pour pouvoir vivre ces merveilleuses expériences que nous avons racontées sur le plateau ce matin. Je veux leur dire de ne pas désespérer, de ne pas baisser les bras. Parce que s'il est vrai que la science a fait de nombreux progrès, s'il est vrai que la médecine reproductive a fait des bons remarquables, il est incontestable que c'est Dieu qui donne des enfants. Évidemment. Et il peut le Et faire. dans sa Oui. grande miséricorde, il va le leur donner. Et je suis persuadé qu'un jour, ils auront des larmes, non pas d'affliction, mais des larmes de Des bonheur. larmes de joie. Parce que la bonne nouvelle tombera. Merci à vous, docteur Amos Bokoda, pour moi. cette parole d'évangile à la fin de la rubrique santé. Merci également à vous, Mylène, de nous avoir ramené ici, hein, le docteur qui nous a expliqué beaucoup de choses sur la période de grossesse. Juste après vous, Rebecca Kenyande va s'installer. On va parler de mode, mais docteur, vous allez rester. C'est une question qui, je pense, va vous intéresser parce que on vous connaît un peu plongé dans le domaine gynécologique et c'est un thème, comme je le disais, avec lequel on peut établir des liens avec la gynécologie. Rebecca Kenyande, c'est dans un instant avec la rubrique Beauté Mode. Jamais sans sa tablette, elle est là ce matin, une fois encore. Rebecca Kenyande, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Bruno, quel accueil. Bonjour Mylène, bonjour docteur. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Bonjour chers téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de lingerie, c'est bien ça? Tout à fait, Lingerie féminine. bien sûr. D'abord, la lingerie est d'abord féminine avant d'être masculine. Ah bon? Soyez pas C'est ce que jaloux. l'histoire dit? Soyez pas jaloux. Allons-y, on vous écoute. Alors, Bruno, vous le savez très bien, la plupart du temps, quand je veux parler de mode, je fais tout mon possible pour me revêtir quand même de l'accessoire dont je veux parler. Et mais c'est aujourd'hui- souvent, On va attendez, voir. c'est souvent visible et tout le monde voit, mais aujourd'hui, malheureusement, vous n'allez pas Vous pouvoir n'avez pas voir. créé les conditions pour que nous ayons l'exemple de ceux dont vous parlez. Bon, c'est pas grave. Bon, vous n'allez pas pouvoir voir, vous allez tout simplement, enfin, vous n'allez pas pouvoir voir cela sur moi, mais vous allez voir les images tout à l'heure à l'antenne. Alors oui, on parle de lingerie. Lingerie, c'est le terme utilisé pour désigner l'ensemble des sous-vêtements et des vêtements de nuit féminins. Elle se caractérise par des tissus fins, lavables, brodés ou garnis de dentelle. La lingerie est l'objet féminin et l'atout de séduction par excellence. Au fil des années et au gré des mentalités, elle s'est transformée. Elle se veut d'abord utilitaire. Durant la Grèce antique, la femme portait une tunique en lin pour recouvrir ses parties féminines, mais surtout pour contrôler sa morphologie. Alors, les lingeries, on en distingue plusieurs. On vous cite quelques noms ce matin. On a body stocking, nuisette, le body doll, le body sexy, le corset ou le bustier, guêpière, pote jartel, robe sexy, pour ne citer que ces quelques noms. La chose la plus importante à présent, Bruno, vous devinez, ou bien Mylène, vous devinez, ou c'est plutôt le docteur qui devine ce matin? La chose la plus importante dans la lingerie, Ouais.
Ah, dites-nous. La matière. Dites-nous. J'entends Ouais, un ouais, moi. ouais, c'est bon qu'il dit. L'hygiène. Non. Non. En fait, Vous c'est parlez l'occasion. vous On parlez doit des porter qualités. les lingeries Oui, à vous quelle parlez des occasion? modèles, c'est bien ça? Non, je parle des l'occasion. occasions. Les Ah, Parce occasions. que porter, c'est bien. Mais à quelle Ah. occasion doit-on porter une lingerie, mesdames? Bon, aujourd'hui, je parle aux dames, hein. Les hommes, ne soyez pas jaloux. Non, c'est Alors, pourquoi la on ne lingerie dit rien. est un domaine très vaste, qu'elle soit sage pour le quotidien, coquine pour se plaire, excitante pour plaire ou même érotique pour l'amour. Il y a un choix très large. Ce qui compte avant tout, c'est de sélectionner une pièce de lingerie dans laquelle vous vous sentirez bien. C'est important. Il y a l'aspect esthétique, mais il y a surtout l'idée de se sentir capable de porter une tenue plus ou moins dénudée. Et oui, tout le monde n'aime pas cela. Donc, il y a de nombreux choix possibles, mais généralement, vous pouvez les classer en deux catégories. Première catégorie, lingerie à mettre pour les occasions calmes, c'est-à-dire pour les journées au travail, vous devez miser sur le confort au maximum. Ainsi, vous pouvez porter un shorty ou un bosseur. Si vous devez porter quelque chose d'invisible à cause de votre jupe, mesdames, ou de votre pantalon, un tanga sera idéal. Pour le sport, par contre, ce type de lingerie ne convient absolument pas. Vous devez porter pour vos séances d'entraînement des sous-vêtements en coton car ils vont vous permettre de ne ressentir aucune gêne. Deuxième catégorie, pour des occasions spéciales, pour danser la nuit ou lors de certaines soirées. L'invisibilité sera votre meilleur atout. En vous intéressant à tous les sous-vêtements qui n'ont pas d'élastique, vous faites le meilleur choix. Donc pour ces occasions, un string ou un tanga peut être parfait, mais vous pouvez aussi porter une culotte ventre plat. Et si vous décidez de faire une surprise à votre partenaire, les dessous sexy qui mettront en valeur vos formes ne manquent pas. Être en accord avec votre silhouette est encore la meilleure façon de vous sentir à l'aise avec votre lingerie. Bruno, bonus avant de boucler ma chronique, mesdames, je vous donne 3 avantages du port de la lingerie dans votre couple. Alors, porter une lingerie dans votre couple vous permet d'améliorer l'intimité du couple. Ça crée une ambiance indescriptible. Il faut tout simplement vivre cette ambiance-là pour savoir. Augmente aussi le temps passé dans la chambre avec votre partenaire et surtout Donc, rallume la flamme laissez-moi dans poser le ma question. Donc, couple. vous dites là que la lingerie peut retenir un homme Ah oui, un peu plus dans la chambre. la lingerie a cette force-là. D'accord. Et ça dépend de quelle lingerie en fait. Il faut bien la choisir. Il faut surtout. bien la choisir Ah, je pense pour que mettre en c'est- valeur vos courbes. Je pense que c'est important de le dire parce que quand la lingerie, elle est sale, elle est trouée, elle est déchirée. Est-ce que vous avez Mais vu non, ça? toi aussi. Oh, Non, mais ça se voit. Ça se voit parfois. Hein. C'est dans la société. Quand la lingerie est sale, quand elle est, voilà, elle est déchirée, elle est trouée, elle ne tient plus même à la taille Non, parfois. c'est pas C'est assez pas compliqué. Et mieux, il faut savoir que la lingerie est en contact étroit avec les organes génitaux externes. Là, moi, je n'exclus pas les hommes parce que souvent, ils ne tiennent pas compte de l'hygiène concernant leur lingerie. Mais ça concerne aussi bien l'homme que la femme. L'organe reproducteur, c'est précieux en fait parce que notre descendance en dépend. Donc, si nous devons mettre en contact de ça une lingerie sale, crottée, ou avec une hygiène très approximative, vous comprenez que c'est la porte ouverte aux infections qui vont peut-être se compliquer, compromettre les chances de concevoir demain. Et je pense aussi qu'il faut faire attention à la matière. À la matière matière. aussi, C'est en- qui c'est en parfois soie, peut causer des en- infections. Si, en parfois coton même si c'est surtout. C'est trop vrai qu'il serré, faut penser surtout à la chez les mode, à hommes. l'esthétique, mais il faut aussi penser à la santé. Voilà, chez les hommes aussi, quand c'est trop serré, quand c'est en nylon et tout, l'organe génital masculin a besoin d'être aéré. on ne doit cellules- même pas s'habiller normalement. les spermatozoïdes sont très sensibles à la chaleur. Donc, on doit s'habiller, certes, mais avec une lingerie souple pour les
hommes et de préférence en coton. Moi, j'ai une question simple. Est-ce conseillé ou recommandé à une femme de dormir sans sa lingerie la nuit ou Je avec? dors toujours sans. Qu'est-ce qui est plus conseillé? Avec Les ou, sans, dessous. avec ou sans, les avis sont partagés, mais ça dépend aussi de la femme et de ses conceptions. Non, pour sa santé. Je parle pour sa santé. Non, Je il sais n'y a que pas, chacun a priori, il n'y a aucun inconvénient à dormir avec ou sans concernant la santé. Mais bon, moi, je pense qu'il faut quand même, après toute une journée de lingerie, il faut quand même relâcher les libérer pour aérer. Pour aérer, ça a besoin aussi d'être important. aéré. Bon, on ne va pas demander aux gens ici comment ça se passe. Mais Rebecca, il paraît que quand la lingerie n'est pas propre, certaines préfèrent le noir. Enfin, En toute pas chose, la couleur noire, mais en toute l'obscurité. chose, c'est pas forcément. Ah, l'obscurité. Oui, Non, c'est pas forcément ça. pour que le Non. partenaire ne remarque pas. Non. Non, c'est pas forcément ça, se je racontent pense pas. même. Certaines femmes disent Pour que même le partenaire étayer ne la remarque pas la lumière. terreur. Non, Étayer la non, lumière. c'est pas Parfois, forcément parce que c'est sale. Parfois, c'est pour La plupart camoufler la terreur. Plutôt- Non, il y a plusieurs raisons, ça Il y a ne peut pas être. Ça ne peut Certaines ça, femmes ça, aiment non. plus être dans leur intimité. La lumière peut-être vient un peu violer leur Voilà, intimité, c'est ça ça, peut c'est s'expliquer. ça. Mais c'est aussi vrai que certaines lingeries de certaines personnes, initialement de couleur blanche, se sont transformées Devient en marron. noir. C'est Oui, il y en a qui ne les lavent Marron, qu'une oui. fois par semaine. Donc, ce n'est pas des attitudes Vous en recommandables. avez été témoin, docteur. En tout cas, Est-ce on que ne raconte pas Le de docteur n'importe y a quoi, tout on sait vu. de quoi on parle. Et puis, les hommes qui sont assez souvent moins, Oui. moins exigeants que les femmes au niveau de la lingerie, ça C'est ne pas dérange bien. pas, par exemple, chez certains hommes, de porter les mêmes dessous pendant Pendant un 3, mois. 4. C'est fou. Hein. C'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien parce que, comme je l'ai dit, nous exposons notre organe génital à toutes sortes d'infections, surtout les infections mycosiques et tout. Vous verrez certains hommes qui ont des eczémas au niveau des grands plis, des plis inguinaux. C'est dû à cette précarité d'hygiène et tout. Donc, parfois, l'autre chose que moi je me dis, tout peut arriver. Imaginez un homme bien sapé, bien habillé, mais en dessous c'est très sale et qui fait un malaise et on est obligé de le déshabiller ou bien qui se retrouve à l'hôpital. Il y a Vous une voyez le blague- spectacle, il y a vous une voyez ce que blague ça qui a donne comme circulé- spectacle? il y a une blague qui a circulé récemment disant portez toujours des caleçons propres parce qu'en cas d'accident, Ah oui. les Vous savez- premiers soins se font. Ah oui, En sur public, place, sur place. Et même si c'est à l'hôpital, hein, vous voyez que vous mettez le corps médical dans une situation inconfortable. Et je pense que c'est un sujet très important parce que les IST, on en a d'ailleurs On en a parlé, parlé le récemment, lundi dernier oui. récemment. C'est une porte Et d'entrée aux IST. oui, bien sûr, les lingeries, il faut pouvoir les renouveler Les très renouveler, souvent oui. Ah oui. chaque mois ou chaque Oui, 2 oui, mois en oui, fonction oui. de sa préférence. C'est et tout. très important. C'est très important parce qu'il y a certains microbes qui sont au contact de notre corps, mais qui protègent. Mais quand le milieu de pH, de température et tout fait que ces microbes se transforment en microbes agresseurs. Et ces microbes agresseurs peuvent donner des infections qui peuvent à la longue se compliquer et tout. Donc il vaut mieux être très regardant vis-à-vis de l'hygiène et changer, en avoir plusieurs et changer autant que faire se peut. Il y a certaines infections, même pour lesquelles nous demandons de détruire toute la lingerie. Oui. Oui. Ah oui, nous Oui, demandons oui, de bien détruire, Et ou bien nous justement, demandons pour de... une femme, Oui. quelle devrait être la fréquence du renouvellement de sa lingerie? Ça dépend, ça Après dépend. combien de temps d'utilisation on devrait classer? Ça dépend de son budget, ça dépend de ses réalités, parce que ça peut être une seule lingerie, mais qui est bien entretenue. Hein? Vous voyez? Si, qui est bien entretenue et proprement repassée. Une seule. Si je me c'est- mets c'est à quand même exiger- C'est peu. trop juste. Oui, c'est trop juste. Mais c'est Ça veut pas- dire qu'à c'est chaque une fois que manière vous de lavez, parler. Ouais. C'est une manière de parler. C'est pour dire qu'on ne va pas imposer un certain nombre donné. rythme à Ouais. des femmes qui n'ont pas les moyens. Parce que si vous exigez ça, elles vont peut-être dire, bon, je n'en mets plus ou bien, bon, donc en moyenne, après combien de temps on devrait pouvoir se débarrasser? en principe, mois, chaque 2 mois? 2 semaines, un mois, semaines, 2 mois, il faut... Ça dépend en fait, ça dépend. Ça dépend aussi de la qualité de ce qu'on a. Mais De la matière, l'idéal, surtout. de la matière, l'idéal, c'est de correctement laver, si possible, repasser au fer chaud. Il y a certains champignons très têtus dont le traitement nécessite
soit La qu'on chaleur. lave et qu'on repasse au fer chaud, et c'est le conseil que nous donnons, soit faire bouillir, Hein? refroidir. Ou avant mettre de au laver. soleil, c'est ça? docteur. Non, le soleil, ça ne va pas suffire. Ça va pas suffire. Ébullition 100 degrés Ok. pour pouvoir. Et Il faut là, préciser, il faut une marmite. on inclut. Il faut une Et marmite là, vous voyez, réservée. il y a- Ou bien on chauffe certaines- l'eau et on verse dessus. Il y a Il certaines faut matières préciser, qui il ne faut vont une pas marmite résister réservée à ça. Ah ben, Le coton résiste facilement à ça, Voilà. par Mais C'est pour exemple. ça Et c'est qu'on conseille, approprié. voilà, Voilà. le coton. c'est ça. La matière est aussi importante. Mais sachant qu'il faut vraiment tenir compte de l'hygiène en matière de lingerie. C'est le plus important et c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de cette thématique. Vraiment, c'est une belle thématique. Merci à Rebecca de nous l'avoir plaisir. proposé. Hein. Sa tablette, voilà, n'est pas là pour rien. Elle sert à beaucoup de choses dans la parenthèse. On va faire du sport maintenant. Vous aimez le sport? Pourquoi pas? Vous avez souvent entendu parler de l'hyperandrogénisme. Oui, c'est certaines femmes qui ont un excès d'hormones, testostérone. oui, de testostérone qui leur donne certaines aptitudes particulières. D'accord. On va en parler dans un instant. Herman Rodrigue Amegan s'apprête donc à venir nous faire un développement dessus parce que c'est un sujet qui défraie assez souvent la chronique dans le monde de l'athlétisme. Vous voyez beaucoup d'athlètes qui ont l'habitude de faire la compétition chez les dames, mais il y a des réclamations parfois comme quoi c'est des dames en fait qui n'ont rien d'une dame dans la pratique du sport et dans le tonus, l'énergie et même le résultat qu'elle est capable de produire. Donc elles sont souvent parfois disqualifiées parce qu'on estime qu'elles ne sont pas dans leur catégorie normale parce qu'elles viennent compétir avec les femmes, mais elles ont les atouts d'un homme. Alors, donc, les gens trouvent que parfois c'est une inégalité. Il y a des athlètes qui ont été frappés comme ça, qui ont longtemps été des championnes dans des disciplines. On peut citer par exemple la Sud-Africaine. Herman va mieux nous expliquer cela. Caster Semenya, qui était la reine du 800 mètres pendant longtemps, mais qui à un moment donné, des questions ont commencé par être soulevées par rapport à son physique, à sa morphologie. Ils n'ont pas totalement tort, puisque c'est comme si les chansons sont inégales. Sont inégales. C'est comme si on part sur des bases faussées, quoi. Mais dans ces cas, on fait comment? Bon, Herman va nous en parler. Herman va nous expliquer cela. Alors, c'est l'heure de Lexixport sur la parenthèse. Herman Rodrigue Amegan, bonjour et bienvenue. Bonjour Bruno, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver dans la parenthèse. Dans Lexixport d'aujourd'hui, vous nous parlez d'hyperandrogénisme. C'est vrai qu'il n'y a pas de femmes sur ce plateau avec des attributs ou des traits masculins. Quand on les voit, on sait que c'est des femmes. Il n'y a pas de débat. On voit Rebecca, c'est une femme. On voit Mylène, c'est une femme. Qu'est-ce que Non, tu en enfin, sais vraiment? pour ce que nous voyons, vous êtes des femmes. Maintenant, s'il y a des choses cachées, c'est Elles un vont autre nous les débat. révéler. Alors, Herman Amegan, c'est un sujet très intéressant auquel il faut s'intéresser aujourd'hui. Absolument, et c'est bien d'avoir un gynéco sur le plateau pour évidemment évoquer la question. Vous savez, c'est un sujet qui défraie la chronique parce que récemment, évidemment, vous avez commencé par en parler, l'athlète sud-africaine Caster Semenya s'est vue enlevée du 800 mètres qui est sa discipline favorite. Elle était alors championne du monde, évidemment. Donc, elle s'est vue retirée donc, des athlètes qui peuvent compétir pour les 800 mètres parce qu'on l'accuse d'hyperandrogénie. L'hyperandrogénie, vous avez commencé par la définir, ce sont ces athlètes femmes qui développent des caractères masculins. Donc, lorsque vous la voyez, déjà sa configuration physique, lorsque vous voyez au niveau de sa poitrine, vous vous rendez compte. Il y a Rebecca qui est choquée à l'idée de découvrir Caster Semenya. Qu'elle a très peu ou pas de sein du tout et que ses popotins ne sont pas aussi développés que ça quand on parle. Oui, ce sont des attributs de femmes. Ce sont des attributs de femmes. Ce sont des traits physiologiques. Et la voix même de et même Caster, dans voilà c'est et une même voix dans voilà. vraiment lourde. C'est une voix vraiment lourde. Donc, en clair, c'est une athlète femme dans le corps, mais on va dire homme dans la configuration. Homme dans la configuration, ce qui fait que
À un moment donné, l'I2AF, devenu aujourd'hui World Athletics, a estimé que Caster Semenya ne pourra plus concourir pour le compte des dames, à moins d'aller faire baisser son taux de testostérone de façon médicale. Ce que, évidemment, l'athlète a refusé, estimant que c'est un don de Dieu et qu'on ne saurait aller contre la volonté de Dieu. Il n'y a pas que Caster Semenya, également Nyon Saba, qui est aussi une athlète hyper androgène et donc accusée, ou du moins elle vit la même situation. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur le cas de Caster Semenya. Pour vous qui vous demandez, mais pourquoi vous avez tellement de questions, je vous propose de suivre cet élément qui nous raconte la vie de Caster Semenya. Caster Semenya, on va dire le combat d'une femme, d'une athlète hyper androgène. Regardez. Voici Caster Semenya. En 2009, à 19 ans, cette Sud-Africaine a été couronnée championne du monde du 800 mètres à Berlin. Mais en coulisses, voici la question que lui pose un journaliste. I heard one that you born a man. What do you have to say about stuff like that? I have no idea about that thing because I haven't heard that thing. Who said it? And I don't know. I don't give a damn about it. Ce doute a été rapidement balayé, d'abord par sa famille qui présente son acte de naissance, puis par la Fédération internationale d'athlétisme qui la soumet à des tests de féminité. Et pourtant, près de 10 ans plus tard, après avoir gagné 2 titres olympiques et 3 titres de championne du monde, elle ne va pas pouvoir concourir dans les grandes compétitions, à moins de se soumettre à un traitement hormonal. Le motif, son hyper-androgénie. Expliquons dans un premier temps ce qu'est l'hyperandrogénie. C'est un syndrome résultant d'un excès de production d'hormones sexuelles mâles, les androgènes, et notamment de la testostérone. Les femmes concernées ont un taux sanguin de testostérone plus élevé que la moyenne, ce qui a un effet sur leur corps. Il faut savoir que la testostérone est générée en grande quantité chez les hommes, essentiellement par les testicules, et qu'elle est nécessaire au bon fonctionnement sexuel. Mais cette hormone est aussi produite en quantité moindre chez les femmes par leurs ovaires. Caster Semenya, elle, en produit beaucoup. Chez elle, l'origine de cette surproduction est génétique, comme c'est le plus souvent le cas, même si d'autres causes médicales peuvent avoir ces effets. Face aux critiques, c'est d'ailleurs cette origine naturelle de l'hyperandrogénie que pointe Caster Semenya. Dieu m'a créé comme je suis. Je m'accepte et je suis fière. La réponse est la même pour Francine Nyon Saba, une athlète burundaise touchée par le même syndrome. For sure, I didn't choose to born like this. What am I? I'm created by God. So, someone had more question about it. Maybe can God ask God? I love myself. I will still Francine. I will not change. Mais les succès de ces sportives hyperandrogènes très présentes dans certaines disciplines sont critiqués par la Fédération internationale d'athlétisme. Selon elle, l'hyperandrogénie sera à l'origine d'écarts de performance entre les coureuses. C'est ainsi qu'en 2011, la fédération impose des seuils de testostérone aux athlètes femmes. Celles dont les taux les plus élevés sont comparables aux plus faibles de ceux des hommes se voient interdire les compétitions si elles ne suivent pas un traitement hormonal. Mais ce règlement est cassé par le tribunal arbitral du sport en 2015 après un procès mené par Dutee Chand, une sprinteuse indienne hyperandrogène. Le tribunal reconnaît que le lien entre hyperandrogénie et performance sportive n'a jamais été prouvé scientifiquement. D'ailleurs, Dutee Chand a beau être hyperandrogène, son palmarès, contrairement à celui de Caster Semenya, est assez modeste. Mais en avril 2018, la Fédération internationale d'athlétisme relance la bataille. Elle tente de faire passer un nouveau règlement pour imposer un seuil de testostérone aux athlètes féminines. The core value for the IAAF is the empowerment of girls and women through athletics. The regulations that we are introducing are there to protect the sanctity of fair and open competition. La fédération explique vouloir préserver l'équité entre les sportifs sur les courses allant de 400 mètres à 1 mile, c'est-à-dire 1609 mètres. Dans ce nouveau règlement, les sportifs hyperandrogènes sont dites affectés d'une différence du développement sexuel, appelée DSD.
En juin 2018, cette fois, c'est Caster Semenya qui attaque ce règlement devant le tribunal arbitral du sport pour empêcher son application. Durant cette procédure, elle est soutenue par les autorités de son pays. What's at stake here is far more than the right to participate in a sport. Women's bodies, their well-being, their very identity, their privacy, their sense of safety and belonging in the world are being questioned. Le 1er mai 2019, le tribunal arbitral du sport a maintenu ce nouveau règlement. Caster Semenya ne pourra plus participer à des compétitions internationales sur ses distances de prédilection si elle n'accepte pas de traitement hormonal. Mais si Caster Semenya a perdu son procès contre la Fédération internationale d'athlétisme, elle a cependant gagné celui de l'opinion. Voilà ce qu'il en est donc du cas Caster Semenya. Vous avez pu voir donc l'historique de ses déboires en athlétisme avec la Fédération internationale Leaders for Athletics, si vous voulez. Donc aujourd'hui, le débat est encore sur tapis. Caster Semenya refuse toujours de baisser son taux de testostérone, ce qui fait qu'elle est disqualifiée purement et simplement des compétitions on va dire officielle. Elle ne participe plus aux mondiaux, elle ne participe plus aux Jeux olympiques et elle est en train de se reconvertir, elle est en train d'essayer le 5000 mètres parce que ce sont les courses de demi-fond ou de fond également ne sont pas toujours, où on estime que les courses de fond et de demi-fond, plutôt les courses de fond ne sont pas toujours conditionnées par voilà, votre constitution physique. Et donc, quelque part, elle pourrait, donc, de ce côté-là, compétir dans ces catégories. Et c'est une situation difficile quand même parce que quand vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe dans votre organisme et que ça doit vous frapper dans l'activité que vous menez, et dans le cas d'espèce, c'est bien entendu le sport, c'est difficile. Les femmes estiment que vous ne pouvez pas faire de la compétition avec elles. Chez les hommes, vous êtes diminué parce que vous avez une partie de vous qui est quand même féminine. Finalement, dans quel couloir vous devez compétir, c'est compliqué. Vous vous retrouvez entre le marteau et l'enclume. C'est difficile de trancher, mais je crois que vous avez pu le voir dans le sujet scientifiquement. La corrélation entre hyperandrogénie et performance sportive n'a pas clairement été établie. La preuve, l'athlète indienne Dutee Chand, qui est aussi qualifié d'athlète hyperandrogène, n'a pas eu forcément le même succès que Caster Semenya. C'était, on va dire, une athlète, voilà, comme les autres, on va dire ainsi, qui avait des performances, pas des performances extraordinaires, une athlète comme les autres. Donc, de ce fait, on peut, en s'appuyant sur ce cas, dire que la corrélation entre hyperandrogénie et performance sportive n'est pas clairement établie et donc que c'est un faux procès qu'on est en train de faire à Caster Semenya. Sauf que la justice et les instances sportives ne le voient pas de cet œil-là. Ils estiment ou elles estiment que voilà, Caster Semenya serait avantageux ou du moins que les athlètes hyperandrogènes seraient favorisés et donc elles ne peuvent évidemment pas compétir dans leur catégorie. En l'occurrence, parce qu'il y a des catégories dans lesquelles elles peuvent faire la compétition, notamment les courses de fond, donc le 5000 mètres, le marathon, le 10 000 mètres et tout le reste. Sauf que sur les courses sur les sprints et les courses de demi-fond, c'est, on va dire, c'est un veto pour l'instant. Peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, c'est un veto. Moi, j'ai une question pour le docteur. Est-ce qu'elle peut concevoir
Ça dépend parce que son cas me fait aussi penser à l'hermaphrodisme où les ovaires et les testicules coexistent. Mais là, il faut des bilans poussés, minutieux, pour voir le côté qui prédomine. Et là, sur un consentement éclairé de la patiente ou du patient, on décide de supprimer un côté pour laisser l'autre se développer. Donc, je ne peux pas être affirmatif sur son cas parce que je ne suis pas témoin des bilans qu'elle a eu à réaliser. Madame Ega, merci pour ce développement sur l'hyperandrogénie. C'est quand même un sujet qui reste, qui va continuer de défrayer la chronique, c'est sûr, dans le monde de l'athlétisme. On va maintenant passer à une autre rubrique, Fierté 229, qui nous ramène ici en studio un crack du monde scolaire béninois. Il a réalisé une performance majuscule lors du baccalauréat session de juin 2021 avec une moyenne de 18,66 sur 20. Il est le premier au plan national. Nous l'aurons dans un instant. Ça va être dans la rubrique Fierté 229. Voilà, il va s'installer dans un instant, comme je le disais, toujours et jamais sans son père protecteur. Il est ici dans nos locaux ce matin. Josué Fréjus Godémin, c'est bien ça. Vous êtes, voilà, il a réalisé, comme je le disais, une performance exceptionnelle lors du baccalauréat session de juin 2021 avec une moyenne de 18,66 sur 20 de moyenne. Premier au bac au plan national. Il a sans doute beaucoup de choses à nous raconter sur son exploit au mois de juin dernier. Gloria Oni, c'est avec vous, Fierté 229. Bonjour. Bruno, bonjour. Herman, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, le plus excellent au baccalauréat est dans nos locaux. Il a été premier, comme Bruno vient de le dire, au baccalauréat de session juin 2021. Josué Godémin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Il est ici avec son père. Dites-nous, quels sont les aspects facilitateurs de votre brillante réussite? Comme aspect facilitateur de ma brillante réussite, je mettrai en premier lieu, Dieu. Ensuite, l'accompagnement de mes parents, puisque mes parents m'ont accompagné du début à la fin sur tous les plans, sur le plan moral, physique, financier. Ils m'ont soutenu, ils étaient là, ils étaient présents. Et ensuite, je mettrai en troisième position mon effort personnel. Exactement. En parlant de l'accompagnement de votre papa. Papa, bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui. Comment est-ce que vous avez pu accompagner votre enfant pour qu'il soit le premier du Bénin au baccalauréat 2021? Bonjour les journalistes. Ce que nous on a pu faire, c'est de l'amener à l'école à l'heure. Parce qu'il aime aller à l'heure. Donc nous aussi, on s'est préparé pour ça. Et c'est ce que nous on a pu faire. Alors Josué Godémin, est-ce que c'est un objectif que tu t'es fixé depuis ou c'est venu comme ça? Je dirais à la fois que c'était un objectif, mais en même temps, un objectif, en même temps une surprise. Moi, je me disais toujours, les résultats ont toujours été excellents. Premier de la 6e en terminale, même au primaire, puis les résultats ont toujours été excellents. Mais je me disais que le bac, là, c'est Dieu qui donne. Je ne savais pas effectivement quel rang j'allais occuper. Je ne savais pas. Je voulais exceller. Oui. Mais être premier du Bénin, ça a été comme le couronnement de tout le parcours scolaire. Ça a été comme, je vais dire, la cerise sur le gâteau. Donc, je rends grâce à Dieu. Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que tu y as pensé? Ça t'a traversé l'esprit quelques semaines ou quelques mois avant l'examen que, tiens, et si j'étais le premier, si je bossais dur pour être le premier au plan national? J'ai souvent fait la classe, mais là, c'est un examen national. Je l'ai fait déjà en classe avec, je ne sais pas, 40, 50 condisciples, mais là, c'est un examen national. Je peux aussi le faire. Ça t'a traversé l'esprit? Oui, bien sûr. Beaucoup de fois, depuis, même pas forcément en terminale, depuis très longtemps, depuis la 3e, ça me traversait toujours l'esprit. Mais je me disais, d'accord, on va travailler, on verra ce qui va se passer à la fin. Du coup, tu as préparé l'examen dans la peau de quelqu'un qui veut juste décrocher son baccalauréat comme un quelconque élève ou pour la première place?
Non, je n'ai pas Dans préparé, la préparation. je n'ai pas préparé mon baccalauréat comme quelqu'un qui veut juste le bac, parce que, à vrai dire, j'avais confiance en moi, j'avais confiance en Dieu. Pour moi, l'admission n'était pas... Je ne doutais pas de mon admission. Ce que je voulais en réalité, c'était d'abord ma mention, ensuite la moyenne, puisque je visais d'abord la mention très bien. Ensuite, j'ai dit, lorsque j'aurai la mention très bien, voilà, je vais avoir 18 de moyenne. Donc, après, j'ai pris mon relevé, j'ai vu 18,66 le jour-là. J'étais vraiment content. Mais je me disais, peut-être que quelqu'un m'a dépassé. On ne sait jamais. Après, on a attendu et tout. La liste est sortie. Je suis le premier du Bénin, donc j'étais très content. Alors, quand on prend justement ce relevé, on se rend compte que tu as eu 20 en mathématiques, 20 en physique, 19 en physique, 20 en SVT. On se dit, mais que ce sont des notes de la démesure. Quand même, comment ce sont des notes de la démesure. Je me rappelle quand on était au collège, il y avait une expression... Tu n'as pas fait cadeau aux épreuves. Hein? Il y avait une expression qu'on utilisait entre camarades, ça ne manquait jamais. On appelait ça ZOVU. ZOVU, c'était quoi? Épreuve vue et traitée. Lorsque vous avez la chance de tomber sur une épreuve qui fortuitement vient, donc lors des compositions, vous dites, waouh, je suis tombé sur un ZOVU. Donc, est-ce que c'était des ZOVU ou bien, voilà, c'était des sujets jamais traités sur lesquels vous êtes tombé et puis, bon, tiens, je mets mon intelligence à profit et je descends l'épreuve? Non, ce n'était pas des eaux vues, mais je dirais que... Des épreuves bien traitées. Des épreuves bien traitées. Mais je dirais que les épreuves étaient abordables à notre niveau. En SVT, c'était quand même clair. On peut avoir 20 en SVT, parce qu'il y a quand même une partie rédaction. Oui, il y a une partie rédaction. C'est à croire que tout est parfait sur la copie. Exactement. Quel est le secret? Quel est votre secret? Non, ce n'est pas impossible. Vous demanderez à un professeur d'SVT, il vous dira que c'est bien possible. En plus, c'est une matière scientifique. On attend quelque chose de l'apprenant, c'est-à-dire on attend X. On veut cette réponse. C'est vrai que je peux dire quelque chose. Le présentateur va dire quelque chose, on va dire la même chose, mais de deux manières différentes. Donc, quelqu'un d'autre peut avoir 20, mais ce que vous allez voir sur sa copie, ce n'est pas la même chose que j'ai écrit, mais pourtant, dans le fond, c'est la même chose. Donc, on cherche en réalité le fond, et pas forcément la forme. Si le fond est là, les points vous seront accordés. Donc, c'est l'essentiel. Et puis, je ne dirais pas que la copie est parfaite, mais qu'on a touché à l'essentiel. On a fait ressortir l'essentiel. En tout cas, pour un bac série D, félicitations, franchement. Quand même la fierté du 229, vraiment. et papa, comment avez-vous vécu cet événement? Vous semblez vraiment modeste, mais on sait le rôle qu'un père peut jouer dans la réussite des enfants. Comment avez-vous reçu cette nouvelle? Vraiment, j'étais très content, très joyeux en plus. Et je disais, mais c'est vrai? Il me dit, oui, c'est vrai, voici la liste. Et j'ai vu, j'étais très content. Sincèrement, j'étais super content. Et les cadeaux ont commencé par couler. Oui. Parce qu'on a constaté que vous êtes venu avec votre fils et sa maman. Et quel est le rôle qu'elle a eu à jouer dans la réussite de votre fils? Alors, elle aussi, elle a bien joué son rôle parce que quand l'enfant revient à l'école, il faut d'abord qu'on lui trouve à manger. Et ça, c'est le rôle de la maman. Donc, elle s'occupait vraiment de ça. Et quand l'enfant revient à la maison, donc, il trouve ce qu'il doit manger. Après cela, il étudie et puis il dort. Donc, il n'y a pas de secret. Fréjus, papa, il a été un peu dur au cours de l'année dans ton suivi? Non, même pas. En fait, mes parents n'ont jamais été genre, allez, va apprendre, allez, va faire ci, allez, va faire ça. En fait, en réalité, tous les enfants, on n'a pas besoin de ça, en fait. Genre, les parents sont là, oui, mais c'est nous-mêmes qui faisons ce qu'on doit faire, entre guillemets. Les parents n'ont jamais dit, c'est rare qu'ils vont demander, est-ce que tu as appris ton cours? Peut-être dans certaines situations, mais c'est rare parce que chaque enfant sait ce qu'il veut et sait ce qu'il veut faire. Donc, je rentre, je travaille, j'étudie, les parents m'accompagnent, tout, mais jamais la chicote, tous les trucs. Non, les parents n'ont pas adopté cette stratégie. Pas de bâton derrière toi? Non, pas de bâton derrière moi. Mon père était, quand je suis arrivé, j'ai vu Josué Fréjus. Je me suis dit, tiens, c'est exactement le profil parfait du bonhomme brillant, lunettes, vélo, tout et tout. Voilà. Parce que lorsque vous voyez généralement les élèves brillants, ils ont quasiment la même configuration, air sérieux, lunettes, tout et tout. Donc, je suis sûr que Josué n'était pas dans les affaires de ma petite copine m'a quitté, aussi, ça, WhatsApp, tout et tout. Bref, quelle était ta charge de travail et quelle était
on va dire, la marge que tu laissais à l'administration? Ok, ma charge de travail, bon, les cours commençaient à 7 heures, on rentre à midi, comme ça, et puis on revient à 15 heures, et les cours se terminent, bon, au CS Bakita, c'est à 18 heures, on termine. Pour ne pas terminer tout le temps, on termine à 18 heures, donc du coup, je rentre aux alentours de 19 heures, je prends une douche, je mange, ensuite je révise, ou soit je fais l'exercice du lendemain, j'approfondis souvent les week-ends ou les mercredis. En fait, quand j'ai du temps libre, puisque en réalité, l'année de terminale, au début, ça va. Mais au fur et à mesure que l'année avance, ça devient intense. Et puis, tu trouves de moins en moins de temps pour faire toi. C'est parce que le prof de physique va dire, faites ceci. Le prof de mathématiques va dire, faites cela. SVT aussi va dire pour lui, genre. Et puis, donc, il faut savoir trouver l'équilibre entre toutes les matières pour ne rien laisser de côté, puisque on a beau dire, c'est vrai, c'est la série D, mais par exemple, ma note en philosophie où j'ai eu 15, elle m'a aidé. Genre ma note en français, ma note en anglais où j'ai eu 19, elle m'a aidé. Donc, toutes les matières sont importantes. Il ne faut rien négliger. Et puis, quand je rentre aussi, moi, personnellement, j'évite de veiller. Je ne trouve pas que ce soit la bonne solution. Certains de mes camarades veillent jusqu'à 2 heures du matin. À la veille de la composition de physique, on me dit que j'étais là jusqu'à 4 heures. Je dis, c'est quoi? Genre, pour avoir combien finalement? C'est étonnant. Papa, est-ce que dans l'éducation de Fréjus, vous reconnaissez aujourd'hui un trait que vous lui avez vraiment inculqué, qui vous pensez à militer pour son résultat aussi brillant? Ok, par rapport à cela, bon, et surtout quand au temps des classes, je dis de ne pas trop regarder à la télé, surtout les films, parce qu'il y a d'autres élèves, donc quand l'heure des films sonne, on les connaît par cœur. Donc de cette façon, bon, il n'a plus du temps en fait. C'est-à-dire qu'il pense plus au film que son étude. Je dis, ben, au temps des classes là, il faut laisser un peu les films. Et effectivement, il nous écoute et il ne s'adonne pas à ça. Et ça lui permet d'avoir du temps pour étudier. Parce que quand on se donne trop à ça, des fois, bon, on est fatigué à la fin et puis on n'arrive pas à étudier correctement. Donc, je sais que je lui ai dit de faire attention face à ça. Et puis, il m'a écouté, il a fait. Est-ce qu'avec ce résultat, M. Godémet a des projets à la hauteur de la performance réalisée par le jeune homme? Quant à cela, moi, j'aimerais surtout... je sais que notre président, le président Talon, bon, promeut l'excellence et tout. Et puis, dans mon cas, par exemple, je rends grâce à Dieu, le travail a été excellent. On a établi le record de la série D avec 1866. On est à 0,11 points du record, toutes séries confondues. Donc, j'ai de nombreux projets, j'ai de grands projets pour le pays, mais cela passe forcément par un accompagnement sérieux de l'État. Donc, je solliciterai son Excellence, Monsieur le Président Talon, ou la Première Dame, ou encore la ministre de l'Enseignement, pour pouvoir discuter de ce que je peux proposer pour le développement et pour le développement de mon pays. Et tu veux faire quoi comme filière? Tu ambitionnes? Qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, ce qui m'intéresse, en fait, depuis petit dans la maison, quand vous parlez d'informatique, on vous dira Josué. Genre, depuis petit, c'est ça que j'aime. J'aime tout le secteur, peu importe le genre. L'informatique, c'est ma passion. Genre, franchement, dans l'informatique, je veux continuer. Plus précisément, je veux faire des études dans le génie logiciel. Donc, c'est dans cela que je compte m'aventurer pour la suite. Ton orientation est assez claire. Oui, elle est claire et définie. Les métiers du présent et du futur. Du futur, parce qu'on est en plein dans le digital. Dans le digital. Donc, c'est toujours des filières. Ce que je peux retenir, c'est que Josué n'a pas une petite amie. Ah, effectivement, je n'en ai pas. Ça va venir avec le temps. Ça éloigne de l'essentiel. C'est pour cela. Bon, en fait, ça dépend de chacun. Mais dans la plupart des cas, ça éloigne de l'essentiel. Il y en a certains qui ont, je vais dire, la tête sur les épaules. Donc, même si ils ont de petites amies, ça ne va pas les influencer en tant que tel. Mais disons la vérité, dans la plupart des cas, ça peut embrouiller un peu. On dit, ah, j'ai cassé ma petite amie, ah, j'ai une 9 en physique. Hein. Ah, j'ai vraiment, elle m'a quitté. Ah, vous avez réussi à arracher un sourire à papa, c'est un garçon sérieux, papa. Très sérieux, apparemment. Non, vraiment,
je le juge sérieux. Je peux le dire clairement. Il n'a pas de problème. D'accord. Donc, quand il y aura les premiers signes, c'est sûr que papa va le remarquer. Il saura recadrer notre cher ami. Et maintenant qu'il passe à la télé, les appels vont se faire incessants. Ah, Josué, on te balance le sourire. Ah, Josué. Ouais, ce n'est pas... Jojo, ça va devenir Jojo. Ou Fréjo. Oui. Si simple de ma voix. N'est-ce pas? Ce n'est pas si simple. Voilà. Donc, vous n'êtes pas un garçon facile. Ah non, pas du tout. Merci à vous, Josué Fréjus Godemain. Félicitations encore pour votre performance. Franchement, tout le Bénin est fier de ce que vous avez fait. On vous souhaite une belle aventure en termes d'études et que vous deveniez un grand ingénieur dans le domaine que vous comptez embrasser pour pouvoir servir encore plus le pays dans ce domaine. Et merci également à M. Godemain qui a été toujours là pour vous, j'imagine. Oui. Et pourquoi pas à maman aussi, Mme Godemain, qui a toujours été là pour vous. On va passer maintenant à autre chose dans cette émission. On va décompresser avant de retrouver le talk. On va installer celle-là qui effectue sa rentrée sur la parenthèse, notre dame Kwakwato, notre Kwakwato en chef, comme Herman aime bien l'appeler. Elle est de retour et vous allez la découvrir dans un instant. Voilà, je vous l'avais dit, c'est la rentrée. Elle nous a manqué pendant une semaine, nous ne l'avons plus revue, mais elle signe son retour en force ce matin. Jocelyne Senao, notre Kwakwato en chef, elle a fait le tour du net pour nous trouver de belles choses et nous en parler ce matin. Jocelyne Senao, bonjour, bienvenue et bon retour ici. Merci Bruno, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très ravie de retrouver ce plateau qui m'a beaucoup manqué aussi. Donc voilà, je suis contente d'être là ce matin et de continuer l'aventure parenthèse avec vous. Voilà. Béret bleu. Et ce béret, ce sacré béret qui nous a manqué et qui revient, qui refait surface. Il reste la cravate, on espère l'avoir une autre fois, les bretelles également. En tout cas, il y a les accoutrements propices pour faire du Kwakwato, c'est bien ça? En tout cas, c'est ça. Eh bien, on va démarrer ce matin avec une polémique au plan national. Si vous êtes habitué du net, vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est sûr que vous l'avez certainement appris d'une manière ou d'une autre. Eh bien, ce matin, il s'agit de Hassel Meryl Sofonou et de Jojo le comédien. Deux Béninois comédiens, voilà, qu'on ne présente plus. Ces deux jeunes qui se sont connus à Dakar lors de leur cursus académique, je dirais. Donc, ils ont fait connaissance et ils nous ont égayé plusieurs fois avec leurs vidéos parce qu'ils ont des vidéos humoristiques sur la toile qu'ils partagent. Donc, au début, c'était deux jeunes Béninois qui faisaient bien la fierté du drapeau vert, jaune, rouge. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que Jojo, le comédien, lui, il a eu la chance d'aller en France. Donc, Hassel est d'abord resté à Dakar parce qu'ils se sont connus au Sénégal. Et Jojo, une fois en France, a découvert d'autres personnes, a commencé à faire des vidéos avec d'autres personnes. Hassel l'a rejoint plus tard, mais après, ce n'était plus comme au départ à Dakar parce que Jojo a eu le temps, voilà, de connaître d'autres personnes et Hassel a intégré l'équipe, mais ce n'était plus comme au départ. Il pensait, en fait, en rejoignant Jojo, que les choses se passeraient comme à Dakar, mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça, puisque désormais, il y a une femme dans la vie de Jojo, The Style, celle-là qu'on ne présente plus parce qu'elle est toujours présente dans les vidéos de Jojo. La plupart du temps, quand même, elle est là. C'est sa petite amie ou elle travaille juste avec lui? Bon, en tout cas, c'est aller au-delà du travail, du professionnel. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais Kwakwato que je suis, je n'ai pas encore eu la chance de trouver vraiment la vraie information. Ça sent quelque chose quand même. Voilà, mais c'est beaucoup plus proche de ce que vous imaginez. Non, on vous fait confiance, on sait que vous allez nous déterrer la vérité. Les vraies informations. Donc pour le moment, c'est deux jeunes qui, on griffe, sont en couple parce que plusieurs fois, ils l'ont clamé, ils sont ensemble. Ils ne se cachent plus de ça. Donc finalement, Hassel n'a pas pu intégrer ce duo-là. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais dernièrement, Jojo a créé une page qui a fêté 1 an et Hassel a écrit
un message sur la toile pour le féliciter, mais en même temps pour lui dire que ce n'est pas une femme qui viendra les diviser, qu'ils ont été tout le temps ensemble et que ce ne sera pas une femme qui sera le nœud ou le problème entre eux. Donc là, on a compris beaucoup de choses. On a eu le temps de découvrir que c'est cette femme-là qui est la base du problème entre Jojo le comédien et Hassel Merrill. Puisque depuis un certain temps, les deux ne font plus de vidéos ensemble. Chacun est dans son clan. Hassel a eu le temps de se faire d'autres amis et fait ses vidéos à part. Jojo également fait ses vidéos avec sa The Style et d'autres personnes. Du coup, les deux ne sont plus ensemble comme ils nous avaient habitués. On parle aussi de ce manque de soutien-là qui a peut-être frustré l'un des deux amis, on va les appeler comme ça. Peut-être qui a frustré Jojo parce que Jojo, quand il a créé sa page Facebook était à 800 000 abonnés quand la page a été piratée. Et donc, il a été obligé de reprendre à zéro. Et pendant qu'il reprenait de zéro, c'est qu'il a estimé qu'il n'a pas eu, comme cela se doit, le soutien de Hassel Merrill, qu'il considérait donc comme un frère. Donc, deux autres personnes ont plus été présentes pour lui, dit-il. Il s'agit donc de The Style et Tranquillin. Tranquillin qui est le troisième humoristique, enfin le troisième comédien qui travaille généralement avec Béninois aussi, qui joue généralement le rôle de papa dans leurs vidéos. Donc, il estime qu'il a eu plus le soutien de The Style et de Tranquillin dans l'accompagnement, dans le fait de lui remonter le moral et tout le reste. Donc, dernièrement, sa nouvelle page Facebook qu'il a créée a fêté son premier million d'abonnés. Donc, il a eu 1 million d'abonnés. Il a fait un message pour remercier toutes ces personnes qui l'ont encouragé quand, évidemment, il a perdu sa page qui était déjà à 800 000 abonnés. Donc, il a fait un post dans lequel il a nommément tagué on va dire The Style et Tranquillin, qu'il estime ont été présents pour lui. Mais les internautes ont estimé que, voilà, on t'a connu avec Hassel Merrill. Aujourd'hui, tu ne peux pas fêter 1 million d'abonnés sans faire mention d'Hassel Merrill dans ton post. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et c'est de là, voilà, les informations de fil en aiguille ont commencé par remonter. Mais il a pu mettre fin quand même à la polémique en estimant que, voilà, qu'il n'a pas oublié Hassel Merrill, mais qu'il estime juste que, voilà, il y a des gens qui ont été plus présents que d'autres. Et donc, c'est en cela qu'il leur a fait mention spéciale. Et puis, à la base, il faut dire que Hassel, c'est quelqu'un qui est recroquevillé. Il n'aime pas trop le monde. Du coup, il s'est fait sa petite famille avec Jojo quand ils étaient ensemble. Mais là, Jojo est avec d'autres personnes, avec The Style, Tranquillin. Et Hassel a du mal, en fait, à intégrer le groupe. Parce que c'est quelqu'un à la base... seul, solitaire, voilà. Donc, parfois, il y a aussi ce problème-là, puisque Hassel a fait une vidéo où il expliquait un peu comment les choses se sont passées. Donc, dans la vidéo, il disait qu'à la base, il est solitaire et que c'est difficile pour lui, en fait, d'intégrer ce groupe-là, puisque le temps qu'il quitte Dakar pour Paris, pour rejoindre Jojo le comédien, eh bien, eux, ils avaient déjà formé leur petite famille. Du coup, c'était difficile maintenant à Hassel d'intégrer parce que, bon, Jojo, lui, c'est monsieur tout le monde et Hassel, c'est le contraire. Donc, il y a aussi ça qui est resté à la base des frustrations. Voilà. Qu'ils gèrent le problème. Une chose est sûre, ce qu'on souhaite... Hassel était ici vendredi dernier. Il nous a confié sur des questions du genre, les petites disputes, les petites mésententes qu'il savait... Enfin, qu'ils étaient assez matures pour savoir se retrouver entre eux, pour pouvoir se diléguer, comme on dit, et faire les divergences. Donc, on espère que dans cette petite crise-là que le groupe traverse, ils sauront s'accorder en termes de, voilà. En tout cas, on leur souhaite tout le meilleur. Ce qu'on souhaite, c'est les revoir ensemble parce qu'on les a connus au départ ensemble. Ils nous ont fait plaisir avec toutes ces vidéos-là. Donc, on espère quand même les retrouver ensemble. Et pourquoi pas avec The Style, Tranquillin, tout, en tout cas, tout l'ensemble. Voilà. C'est ce qu'on leur souhaite. Autre chose sur la toile? Bon, on va quitter le Bénin. On vous suit partout. Et aller même au pays du Kwakwato. La Côte d'Ivoire. C'est le siège. Aller à Abidjan, le siège même de la marmaille. Ah, d'accord. Et parler ce matin de Tina Glamour. Tina qu'on ne présente plus, la maman de feu DJ Arafat. Eh bien, dernièrement, c'était 2 ans de décès d'Arafat. Et à cette occasion, Ariel Chené, qui est le bon petit, le petit que Arafat a initié même à la musique, Ariel Chené a sorti une chanson pour honorer la mémoire de son ami. Une chanson dans laquelle Arafat même chante. C'est une chanson qui devait être
produite, voilà, mais qui finalement n'a pas été produite. Mais il y avait un travail qui a été fait en studio. Voilà, un travail avait déjà été... Voilà. Donc maintenant, pour honorer la mémoire de son mentor, Ariel Chéné a décidé de sortir le son à l'occasion des 2 ans de décès de Arafat. Donc, et ça fait réagir... Vous savez, ça fait réagir la maman de Didier Arafat. Le son est sorti. Le titre, c'est Talandile. C'est ça le titre. Donc, Tina Glamour est sortie de ses gonds et a crié très fort. Une dame de tempérament. En tout cas, ça ne dort pas dans son ventre. Donc, dès que le son est sorti, eh bien, elle a fait une note vocale qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et dans la note, elle disait, voilà, tu es un traître Ariel Chéné, je t'ai interdit de sortir la chanson, mais finalement, tu l'as fait. Tu n'aimes pas mon fils plus que moi. Et arrête de prouver à tout le monde que Didier Arafat était quelqu'un que tu aimais, tu ne l'as jamais aimé. Ne sors pas ce son-là pensant que tu vas récupérer l'affection des Chinois que tu avais perdus. Donc, elle est allée une fois encore dire que Arafat, c'est son fils. Donc, Arafat n'est pas plus son fils que Ariel Chéné. Il n'y a pas de raison que ce son-là sorte, mais c'est un son qui est en train de faire... en tout cas, un bon son, je vous recommande d'aller l'écouter. C'est un son où vous écoutez la voix de Didier Arafat quand il était encore vivant. Il y a eu des Chinois qui ont réagi, qui ont estimé que Tina Glamour n'a pas en fait des caisses et des caisses, parce que quand Jonathan était décédé et que Arafat fait le son hommage à Jonathan, le son qu'il a d'ailleurs révélé que Arafat n'a pas eu besoin d'aller prendre la vie de la maman de Jonathan. Donc aujourd'hui, que Arafat décède et que Ariel Chéné fasse un morceau donc à l'honneur de Didier Arafat, c'est tout normal et qu'il ne devrait pas avoir d'histoire autour de la question. Non, il ne devait pas en avoir, mais vous savez, Tina, elle fait toujours du Tina, donc une fois encore, elle a fait. Et vous fouillez partout, connaissant le tempérament d'Ariel Chéné, est-ce que c'est un bon garçon, est-ce que c'est un garçon sérieux qui va respecter maman Arafat, ou vous pensez qu'il va réagir, il y aura des clashs, ça promet sur la toile ou... Non, en tout cas, connaissant Ariel Chéné, moi, parce qu'il y a des artistes ivoiriens, si c'était eux, franchement, ça va tourner. Si c'était MC1, la toile est déjà en ébullition. Mais Ariel Chéné, je pense que, bon, il ne fera pas de clash, puisque jusque-là, il n'en a pas fait. Il y a quelques jours déjà que Tina Glamour est sortie, a fait, voilà, son one-man show, son woman show. Voilà, si on peut le dire ici. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de réaction d'Ariel Chéné. Je pense qu'il n'y en aura pas, parce qu'à la base, Ariel, c'est quelqu'un qui est très respectueux. Il a été le bon petit de Didier Arafat et il y a sûrement quelque chose qui les a divisés, puisque avant la mort d'Arafat, ils n'étaient plus ensemble. Ariel est parti de son côté. Arafat aussi est resté, voilà, dans sa Yorogang. Je pense aussi que c'est une manière pour Ariel Chéné de conquérir, non seulement d'honorer la mémoire de Didier Arafat, mais de conquérir le cœur des Chinois, peut-être de réintégrer à nouveau la Yorogang, pourquoi pas, parce qu'à la base, il était de la Yorogang, mais Arafat a voulu lui faire signer un contrat. C'était ça le problème à la base. Et c'est un contrat. Voilà, un contrat de 5 ans où il n'avait pas la possibilité de faire autre chose que d'être avec Arafat. Donc il dit, mais je reste 5 ans avec toi, j'ai besoin de voler aussi de mes ailes. Donc c'est ce qui a été véritablement leur point de discorde. Et aujourd'hui, Ariel, il est de son côté. Après, il y a eu le décès tragique de Didier Arafat. Il n'a pas été associé aux obsèques parce qu'on l'a traité d'ingrat, de traître, tout ça. Bon, finalement, il s'en sort bien de son côté, puisqu'il y a eu Jolie Amina en dehors de ça. Il y a eu beaucoup d'autres sons qui l'ont révélé. Ariel Chéné, c'est cet artiste-là qu'on ne présente plus. Donc aujourd'hui encore... Oui, il a un côté béninois, puisque même dans ses chansons, il cite des quartiers béninois. Il a tourné même également au Bénin. Il a tourné dans la Rêve-Vive, il a tourné à Placodi, il a tourné à Dassa. Tout à fait. Ami Seba aussi. Son titre, Amina, qui a été une grande révélation, a été tourné en grande partie au Bénin. Dans la Rêve-Vive, dans la Rêve-Vive. Donc, il a un côté béninois. Du coup, il reste un peu notre frère béninois. Absolument. On ne va pas le livrer à Tina Glamour, Tina qu'on connaît. Olé, olé. Olé, voilà. Donc, du coup, Tina, je crois qu'elle
qu'il va falloir qu'elle mette un peu d'eau dans son vin parce que, bon, elle clame haut et fort son fils. On sait tout ce qui s'est passé entre eux. C'est vrai qu'une mère reste une mère, on ne va pas aussi la blâmer. Mais quand même, si la maman de Bob Marley ou de toutes ces stars-là devaient revendiquer de cette façon leur maternité, franchement, je pense qu'on ne fredonnerait même pas des chansons de ces artistes-là. Donc, je pense qu'à un certain moment, les deux n'étaient plus si proches, Arafat et sa maman. Et c'était plus ses amis qui occupaient toute la place. Peut-être qu'elle essaye de se rattraper. Ça a toujours été un clash entre Arafat et sa maman. Après la mort. Hein. Ouais, parce que l'idéal, c'est d'être présent dans la vie de la personne. C'est pas après sa mort qu'il faut venir jouer les sapeurs-pompiers. Bon, trop tard. Mais bon, après tout, ça reste une mère. Elle a porté son enfant pendant 9 mois. Elle a mis au monde. Donc, il y a toujours cet attachement-là, ce lien qui reste, même si ça n'a pas été le grand amour entre eux. Voilà. Merci à vous. Donc, on va s'arrêter d'abord sur et on vous retrouve, ces deux sujets-là. On vous retrouve vendredi. Voilà. Non, c'est une entrée en matière. On a compris, c'est la rentrée. Et donc, voilà. On sait que vendredi, il faut démarrer comme ça et monter après. Vendredi prochain, on va vous retrouver et on fait confiance à ce béret bleu-là qui vous permet d'intégrer les milieux. Il pourrait changer de couleur. Ah, pourquoi pas? D'accord, pourvu que ce soit un béret parce que voilà, ça vous permet d'intégrer les milieux les plus secrets pour aller dénicher l'information. Merci beaucoup à vous. Jocelyne Senaon, comme je l'ai dit, on va vous retrouver vendredi prochain pour un autre numéro dans la parenthèse de votre rubrique Gossip. On va maintenant passer au talk. On s'intéresse aujourd'hui au surpoids, l'obésité, si vous voulez, et ce combat quotidien que beaucoup doivent mener pour pouvoir revenir à l'indice de masse corporelle le plus convenable possible. C'est dans un instant le talk, mais juste avant, on marque une petite pause. Jeunesse, culture, sport, Atlantique FM, la radio qui donne du rythme à vos journées. Atlantique FM, la radio leader, 92.2. Toujours plus de foot ensemble. C'est fait, ils l'ont fait. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Un peuple, une identité, une mémoire. Depuis 1953, Radio Bénin, la radio des Béninois. Regarde nos étalages. Moi, je ne finirai pas abandonner ce commerce-là. Un message amoureux. Love, love. Tout ça en une journée? Ma copine, pardon, dis-moi tout. Oh ma chère, tout ça, c'est grâce au microcrédit à l'AFIA. À l'AFIA. Hier, j'ai été notifiée par SMS de l'obtention de mon crédit. J'ai vite retiré mon microcrédit via un transfert mobile, sans frais de retrait. Et voilà. Moi aussi, je suis devenue une grande. Vous aussi, faites confiance au microcrédit à l'AFIA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche. Souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir. En plus, c'est simple, à moins de coûts, sans frais de retrait et sans déplacement. Obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile. Microcrédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous.
L'obésité, on en parle maintenant. Lui, c'est un miraculé. Il a réussi à vaincre le surpoids au prix d'un lourd sacrifice et grâce à la magie du fitness et de la bonne alimentation. Il était à 150 kg, tenez-vous tranquille, mais en l'intervalle d'un an, quelques mois, il a perdu 60 kg grâce, comme je l'ai dit, à l'alimentation, la bonne alimentation et la magie du fitness. Il est avec nous ce matin pour nous donner son témoignage et être ce conseil-là qui peut servir à beaucoup d'autres personnes qui se retrouvent dans sa situation du passé. Herman Loko, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et juste à côté de vous, celle-là qui est entrée plus tard dans votre vie et qui aujourd'hui, on ne va pas dire qu'elle fait partie de votre quotidien, mais elle intervient beaucoup dans le maintien de votre indice de masse corporelle. Elle est nutritionniste. Armande Abiat Baïmé, bonjour. Bonjour. Et Herman Rodrigue Amégan qui est resté, Mylène Fano également sont restés. Alors, on va vous demander, vous qui êtes nutritionniste, quand est-ce qu'on parle d'obésité? C'est quoi l'obésité? L'obésité, c'est une accumulation anormale de la masse, de la graisse. Et en fait, on parle d'obésité lorsqu'on calcule son indice de masse corporelle et que l'indice de masse corporelle indique que l'indice de masse corporelle est supérieur à 30. En fait, j'aimerais faire une petite nuance rapidement. Les personnes confondent obésité et surpoids. L'indice de masse corporelle, c'est le rapport, tout simplement, c'est le poids divisé par la taille au carré. Donc, elle s'exprime en kilomètres par mètre carré. Lorsque vous calculez votre indice de masse corporelle et qu'il se trouve à 18,5, entre 18,5 et 24,9, vous êtes dans la normale. En dessous de ça, vous êtes en sous-poids. Lorsque c'est supérieur à 25, vous êtes en surpoids. Et c'est lorsque c'est supérieur à 30 qu'on parle d'obésité. Et quand on parle d'obésité, encore à ce stade-là, il y a différents types d'obésité. D'accord. Donc voilà un peu ce que c'est que l'obésité. Dites-nous, profitez pour nous dire ces différentes sortes d'obésité. Il y a l'obésité morbide, l'obésité sévère et l'obésité très sévère. D'accord. Pardon. Il y a l'obésité, c'est l'obésité morbide qui est le stade le plus élevé. D'accord. En fait, lorsqu'on est à 30, quand on est à 30, entre 30 et 35, on parle d'obésité simple. Lorsqu'on est entre 35 et 40, on parle d'obésité sévère. Et après, c'est le stade le plus élevé. Voilà. Alors, Herman Loko, vous avez été, donc on va dire, Herman a été en surpoids puisque vous le suivez aujourd'hui. Il a été en surpoids ou il était obèse? Il était obèse. Il était obèse, 150 kilos. Oui. Pour sa taille, c'est bien ça? Oui. Donc, il était clairement dans l'obésité. Oui. Mais Herman, vous avez décidé un jour comme ça de fondre, vous avez décidé de perdre du poids, vous avez décidé d'aller au combat contre l'obésité. Vous y êtes mis, vous êtes allé par le fitness et par la bonne alimentation et vous avez réussi. Racontez-nous un peu votre histoire. Ok, merci. Ben, moi, c'était quoi le déclic? J'avais un collègue qui m'a dit un jour, ben, toi, tu peux plus maigrir, c'est fini. Et ça m'a choqué. Déjà, je savais que c'était dangereux pour ma santé et que je mettais ma santé en danger. Donc, j'ai pris la résolution de commencer. Et c'était sans pression, puisque j'ai commencé avec la marche. Vraiment 30 minutes de marche par jour, 1 heure parfois. Et aussi l'alimentation suivait. Mon alimentation, c'était beaucoup de légumes avec peu de féculents et peu de protéines. Allez-y, allez-y. Bon, chose faisant, les premiers kilos sont partis. Ça m'a motivé. Après la marche, je suis passé à la salle de gym. J'ai commencé la musculation. Et ça fait aujourd'hui 6 ans que je maintiens mon poids. Je fais du sport 3 à 5 fois par semaine. Ça dépend de ma disponibilité. Et vraiment, la chose la plus importante à garder, c'est que c'est d'abord l'alimentation. Le sport aide, accompagne, mais vous pouvez faire tout le sport du monde. Si votre alimentation n'est pas bonne, ça va
Ça vient gâcher tout. Oui, bien Mais il sûr. y en a plusieurs qui mangent, je peux Oui, allez-y, Oui. allez-y. qui se nourrissent mal, mais qui ne prennent pas du poids. Oui, mais ceux-là, souvent, ils ont des carences. C'est, au fait, qu'est-ce que vous mettez aussi dans se nourrissent mal? Mange un peu de tout, du gras, un peu de Du tout. gras, du sucre, Ouais. tout ce qui peut, en temps normal, amener quelqu'un à prendre du poids, ou peut-être génétiquement, ils ne sont pas prédisposés à prendre du poids, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des facteurs héréditaires pour l'obésité, mais il y a aussi le fait que ces personnes-là, même si physiquement, on a l'impression qu'ils ne sont pas obèses, ils peuvent avoir des problèmes de gros ventre ou d'accumulation. On parle de graisse abdominale. D'accord. Voilà, donc je veux dire que tant que cette personne n'a pas calculé son indice de masse corporelle, je pense qu'elle n'a pas l'information, ou peut-être que dans sa famille, elle n'est pas prédisposée, parce que dans le même temps, il y a des personnes qui ne mangent pas beaucoup, mais qui grossissent, comme des personnes qui stressent et qui prennent du poids. Herman Amega, il y a un piège dans notre société aujourd'hui. Lorsque vous êtes chétif, vous êtes fiingal, vous êtes mince, vous êtes perçu par certains comme quelqu'un qui ne se nourrit pas bien, qui ne mange pas bien. Et lorsque vous commencez par prendre un peu du volume dans la vie, on dit « Ah, ça commence pas à aller ». On commence par vous taxer de quelqu'un qui est aisé. Lorsque le ventre sort, on dit « Voilà, il vit bien, il est… » Enfin, il y a ces clichés dans notre société aussi qui… en fait, trompe beaucoup, et dès qu'on prend du poids, vous êtes félicité par votre entourage, même parfois, qui vous dit « Ah ben c'est bien, maintenant tu prends un peu de chair, ça va maintenant, tu es plus beau à regarder. » On remercie sa compagne. Et Tu prends bien soin de notre enfant. On dit « Tu prends bien… » Alors qu'on découvre là, et notre cher Herman Loco, voilà ce à quoi il ressemblait au départ, hein, avec beaucoup d'accumulation de graisse, excusez de le dire comme ça, Herman, mais… voilà, vous avez travaillé, vous l'avez dit, vous êtes allé dans le contrôle de votre alimentation, la graisse a fondu, vous avez perdu beaucoup de graisse. Aujourd'hui, vous avez plus de muscles que de graisse. Bien sûr. On va y revenir. Alors, Herman, on parlait de ces clichés donc, de notre société qui nous jouent des sales tours. On est dans une société où, quand on voit, vous commencez pas à pousser le ventre, on dit que c'est signe d'aisance, on dit que voilà, ok, il est bien dans la chair, voilà. Donc, par le passé, surtout jusqu'aujourd'hui, dans une région de notre pays, pour être considéré comme une vraie femme, c'est qu'il faut vraiment… Il faut avoir une masse. Il faut en avoir suffisamment. Il faut avoir quelque chose. Il faut en avoir suffisamment. Il faut en avoir suffisamment. Donc, c'est dangereux parce qu'on a entretenu cette pensée collective pendant plusieurs années, pendant plusieurs siècles à la limite. Et c'est aujourd'hui que progressivement, nous sommes en train de déconstruire cette mentalité. Vous savez, l'obésité, c'est aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Et il y a sur les 7 milliards, plus de 7 milliards de voisins que nous faisons dans le monde, il y a 1,9 milliard de personnes Mais c'est vraiment insoupçonné. Qui sont en surpoids. Beaucoup seraient surpris d'apprendre, par exemple, ce que vous venez de dire, que l'obésité, c'est la première cause de mortalité. Le monde va dire, mais comment tu mets où le palud, tu mets où le diabète, tu mets où toutes les autres petites maladies que nous connaissons, alors que c'est un danger qui nous guette. Absolument, c'est un danger qui nous guette. Donc, je disais, c'est la première cause de mortalité sur les 7 milliards. Plus de 7 milliards de voisins que nous faisons dans le monde. Et il y a 1,9 milliard de personnes qui sont en surpoids, ce qui représente 39% de la population. Il y a 650 millions de personnes qui sont en état d'obésité, ce qui représente, on va dire, environ 11% de la population. Et parmi ces 650 millions de personnes, vous avez 15% de femmes et 11% d'hommes. Donc, ce sont des chiffres qui sont effroyables, ce sont des chiffres qui donnent à réfléchir. Et nous sommes entrés dans une ère, on va dire, d'obésité généralisée ou de surpoids généralisé, avec l'arrivée beaucoup plus des fast-food, de la malbouffe. Quand il y a eu les fast-food, hamburgers, shawarma, tout ce que vous connaissez, qui est vraiment le concert du gras. Donc, c'est le gras dans toute sa splendeur, c'est le gras dans toute sa plénitude. On en consomme à foison, à volonté, à satiété. Vous avez des gens, ils ne passent pas, on va dire, 2 jours sans aller prendre du shawarma, sans aller prendre du hamburger, sans aller prendre des… Et surtout, en Afrique, parce que le premier pays au monde où l'obésité est vraiment un phénomène, c'est les États-Unis. Et qui parle des États-Unis parle des grosses firmes aujourd'hui en termes, on va dire, de fast-food. Ouais. De fast-food, on a les grands noms en termes de fast-food qu'on ne va pas citer. Donc,
Aujourd'hui, c'est les États-Unis, mais ici, pourquoi en Afrique, la chose devient de plus en plus accentuée? C'est que ce que j'appelle notre émancipation s'est faite dans les fast-foods. C'est-à-dire, on a découvert les fast-foods avec l'arrivée des personnes étrangères dans notre pays, en l'occurrence les Libanais qui sont revenus avec le shawarma non colonisé. Donc, on a découvert le shawarma. Tiens, mais c'est un très bon repas. Il y a tout dedans et puis voilà. On s'y est jeté pieds joints, on mange comme on veut à satiété. Donc aujourd'hui, avec la forte propension parfois, on demande beaucoup de ketchup. Enfin, beaucoup de sauces. Vous prenez de la pizza, on demande la sauce piquante. Alors que la sauce piquante, c'est de l'huile. C'est de l'huile. En réalité, clairement. C'est du gras dans toute sa majestuosité. Mais on demande quand même de la sauce piquante. On déverse dessus. Du gras sain, normalement. On déverse dessus alors que la pizza elle-même, c'est du blé. C'est fait à base de blé. Donc déjà, vous prenez du blé, vous avez des protéines, vous avez du mauvais gras. Le contenu nutritionnel est déjà... Bref, quand on a découvert ce repas que les autres avaient depuis, on s'y est jeté pieds joints, on mange comme on veut. Et aujourd'hui, vous avez de plus en plus l'impression que les gens sont en train de grossir. Vous faites un sondage dans la ville. Dans le week-end, les endroits les plus populaires ou les endroits les plus bondés du monde, ce sont les fast-foods, ce sont les buvettes. Et c'est ça, c'est un fléau aujourd'hui. Vous voyez des jeunes à moins de 30 ans qui ont déjà un ventre vraiment poussé. Vous vous demandez, mais comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir se débarrasser de ce ventre? Comment aujourd'hui, on est en plein dans la malbouffe. Alors que lorsque vous êtes obèse, cela vous prédispose à d'autres maladies. Il y a l'arthrose qui n'est pas loin, il y a le diabète qui est à côté. Donc, il y a tellement de maladies connexes qui se greffent. Les maladies qui ne sont jamais loin. On dit le bonhomme a fait un AVC, mais jamais. Mais je l'ai vu hier matin, tout et tout. Alors qu'il a un air apparemment chétif, mais c'est que lorsque vous allez calculer son IMC, c'est qu'il est déjà au-dessus de la moyenne parce que ce n'est pas parce que vous êtes physiquement ou apparemment chétif que vous n'êtes pas en surpoids. Ouais. C'est on va dire, comment appelle-t-on? C'est la confusion que les gens font généralement. On assimile l'obésité forcément à une personne énorme qui voilà, a du mal à marcher à la limite. Mais malheureusement, il y a aussi que des personnes apparemment fines peuvent être en surpoids ou peuvent être en état d'obésité. Donc, voilà, c'est un combat permanent. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont compris en faisant du sport, sauf que après le sport, on se retrouve pour aller jouer la troisième mi-temps. On reste à côté, on prend et vous entendez dire après l'effort, c'est le réconfort. Après et le l'effort, c'est le réconfort ici, réconfort. c'est toujours... Donc après avoir perdu 400 calories, on va en reprendre 1000 ou 1200 ou 2000. On charge. On charge en même temps. Donc voilà, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Et puis généralement, ce sport dont tu parles ne se fait que le week-end. On les appelle les sportifs du week-end. Et je pense bien que ce n'est pas suffisant. Il en faut bien plus, déjà peut-être 3 fois par semaine et bien plus, 4 fois par semaine. Ça pourrait aller, je crois. Déjà, c'est tous les jours. Tous les jours. Tout au moins, il faut faire la marche. Voilà, en fait, c'est pas le sport. Quand on dit aux gens de faire le sport, ils pensent que c'est forcément prendre un abonnement en salle de gym ou aller courir... je sais pas, en tout cas, faire un truc formel de 2 heures. Alors que si, par exemple, je suis au travail et je préfère prendre les escaliers, par exemple, que l'ascenseur. Ça me permet... Il faut éviter au maximum de rester sur place. Il faut bouger. Et si, par exemple, le matin, avant d'aller au boulot, je peux faire 30 minutes de marche, je transpire, je vais me laver et puis je suis prête pour la journée ou le soir. Donc, ça fait que chaque jour, j'essaie de brûler les calories. Voilà. Donc, je pense que entre cette personne-là et une personne qui va en salle de gym, peut-être une fois dans la semaine, voilà, c'est plus adapté de faire le sport chez soi et puis il y a maintenant des applications qui nous aident à chronométrer pour savoir combien de temps on a fait et tout, si on a brûlé ou pas. Il faut que ce soit continu. Oui, il faut avoir une activité physique régulière surtout. Mais Herman Loko, vous qui êtes un exemple aujourd'hui dans la réussite de la perte du poids, comment rester discipliné? Parce que c'est le plus dur. C'est facile d'entamer le projet de perdre du poids, de fondre, etc., d'aller à la gym, de contrôler ce qu'on mange. Mais jusqu'à quand peut-on le faire? C'est-à-dire est-ce qu'à des moments donnés, on n'est pas tenté de certains aliments dont on s'est privé, on voit, on salive? Comment garder cette discipline-là sur la durée?
Je pense que la première règle à se fixer, c'est que quand on a envie de manger quelque chose, on ne se prive pas, mais que ce soit l'exception. C'est-à-dire, bien manger, c'est la règle, et manger des aliments qui nous font plaisir, c'est l'exception. C'est-à-dire, une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines. Déjà, sur le plan alimentaire, ça peut nous permettre de maintenir le poids. Maintenant, il faut aussi s'entourer de personnes qui ont la même vision. Qui vous feront des remarques. Oui. Qui peuvent vous faire, attirer votre attention. Il y a ça. Et des personnes aussi qui ont envie de prendre soin d'eux. Parce que quand vous savez que par exemple le gâteau, c'est pas sain, et que vous êtes en couple par exemple et que votre conjoint mange tous les jours du gâteau, adore les gâteaux, il y a tout le temps du gâteau dans le frigo, c'est difficile de résister. Donc, déjà avertir son entourage qu'on veut prendre soin de sa santé par son alimentation et éviter d'avoir de la tentation à côté. Éviter de mettre dans son rayon d'action ou bien dans son champ de vision des aliments qui ont la connotation d'être des aliments trop riches en calories. Et après, même si on déconne, même si on mange mal, le plus important, c'est de se relever. C'est-à-dire, on sait que ce n'est pas bien, on a mangé une semaine tout ce qui n'était pas bien. Ça ne nous empêche pas de recommencer par bien manger. Et les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de personnes, quand ils font des efforts et après ils se remettent à mal manger, ils se disent non, c'est fini, c'est trop. Non, il suffit, même si on mange mal un mois, rien ne nous empêche de reprendre les bonnes habitudes. Alors, on entend souvent dire, juste avant, on entend souvent dire, Madame Baïmé, que lorsque vous avez des prédispositions génétiques à être en surpoids, c'est que même si vous faites l'effort de contrôler, avec l'âge, ça pourrait vous rattraper. C'est vrai ça? Ça pourrait rattraper si on baisse les bras au niveau des habitudes, des comportements alimentaires. Parce qu'en fait, comme M. Herman le disait, c'est un style de vie qu'on adopte. Vous mangez, vous connaissez vos besoins alimentaires, même si je pense qu'il y a des personnes que je connais qui, dans leur famille, papa, maman, tout le monde est obèse, mais aujourd'hui, ils arrivent à maintenir leur alimentation, malgré leur âge. Ça dit qu'ils n'abandonnent pas, c'est une lutte de tous les jours. Et ces bonnes habitudes alimentaires dont on parle, ce n'est rien d'autre que je mange ce dont j'ai besoin pour que mon organisme fonctionne bien. En fait, l'obésité, c'est quoi? En termes de façon terre à terre, c'est que j'apporte à l'organisme plus que j'en dépense. Donc, il y a beaucoup plus d'énergie là. Il y a une accumulation de graisse là. Et tout à l'heure, on a parlé de prédisposition à des maladies cardiovasculaires parce qu'il y a les artères il y a des graisses qui se posent sur les artères et il y a le fonctionnement du foie qui est perturbé. Donc, on va parler de diabète parce qu'il y aura sécrétion de sucre. Pardon? Oui. Donc, en fait, c'est beaucoup de choses. Et comme on sait qu'on est prédisposé à ça, justement, il ne faut pas baisser les bras. Les fast-food dont on parlait tout à l'heure, ça peut être une fois par semaine ou bien une fois chaque 2 semaines. Parce que le problème aussi, c'est qu'en fait, il ne faut pas suivre il faut pas faire un régime trop serré. Quand on veut perdre du poids ou quand on veut maintenir son poids, il y a des personnes qui ont envie que ça soit rapide. Alors que selon l'OMS, c'est 1 kg par semaine. Donc, si je veux faire mon régime pour être à l'aise et même à 50 ans, je priorise des aliments que j'aime, qui sont disponibles dans mon environnement, qui sont accessibles, et je fais mon régime avec ce type d'aliments-là. Et ça fait que je ne suis pas obligée d'aller chercher, au lieu d'aller chercher, je ne sais pas, betterave, il y a le menthe ici, qui a aussi légumes que je peux trouver à proximité. Je pense que avec... D'autres ont tout fait de nous enseigner que à Miouaïma. Non, justement, on allait revenir sur cette autre illusion dans notre... Justement, on allait revenir sur cette autre illusion de notre alimentation. On pense que lorsqu'un aliment, lorsque c'est recouvert d'huile, ça flatte. Il faut que ça brille, il faut que ça flatte shine. l'œil. Non. Ça doit briller.
Non, c'est vrai que ce sont des considérations, mais pour une personne qui veut faire un régime ou qui veut maintenir son poids, les personnes qui sont autour d'elle sont obligées de l'accompagner. Donc, le mens, si elle veut préparer le mens pour 4 personnes, elle n'utilise pas plus de 2 cuillères à soupe d'huile, par exemple. Et là, pas de kpama dans le mens. Vous savez très bien que le kpama, c'est pas bon. Alors qu'au Bénin, on dit que le mens est riche lorsqu'il y a kpama et c'est de la mauvaise graisse, tout ça. Donc, en fait, quand vous adoptez les bonnes habitudes alimentaires, vous accompagnez cela d'activités physiques régulières, il n'y a pas moyen que vous retournez. En même temps, il faut supprimer la bière. Effectivement, il ne faut pas supprimer. Il faut en prendre moins. Oui, il faut en prendre moins. Il faut en prendre moins. Par exemple, je voulais parler aussi des boissons trop sucrées. Boissons gazeuses. Des boissons sucrées, les sucreries, là. Il faut préférer, par exemple, faire son jus de fruits nature à la maison, où on sait que c'est nous-mêmes qui avons fait sans ajout de sucre ou bien avec une petite quantité de sucre au goût. Donc, ça dépend, en fait, de comment la personne s'y prend et de sa motivation. Perdre du poids, c'est contraignant? Non. C'est pas facile, mais je pense que c'est pas contraignant parce qu'il y a des personnes qui y arrivent. Bon, je pense que ça dépend de comment c'est fait. Et tout à l'heure, Amande parlait de régime. Franchement, moi, le thème régime, j'évite de l'employer parce que ça donne l'impression qu'on veut se priver. Je pense que c'est plus un style de vie qu'il faut adopter. Ce n'est pas manger sain, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire de façon ponctuelle parce qu'on veut perdre du poids, mais c'est ce qu'il faut faire pour déjà avoir une bonne santé et maintenir son poids dans le temps. Donc, ce n'est pas du tout contraignant quand vous le faites avec des aliments que vous aimez. Tout à l'heure, Amanda a parlé de menthe. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le menthe. Après, quand on fait le maïs, ce n'est pas gras et qu'il n'y a pas du poumon dedans, par exemple, je me sers. Il n'y a pas de problème. Oui, je me sers. C'est des légumes, c'est pauvre en calories. Donc, déjà, de base, moi, je suis un gros mangeur, si je peux dire ça comme ça. Donc, au lieu de prendre, vous voyez les bols qu'on prend pour servir la pâte dans les restaurants, les petits bols là, au lieu de prendre 3 bols de pâte ou 4 bols de pâte et un peu de menthe, je prends un bol de pâte et 3 bols de menthe. Après, j'ai le ventre plein, je suis vraiment content parce que je viens de dire je suis un gros mangeur. Mais après, déjà, je n'ai pas la sensation de m'être privé. Et de l'autre côté, la quantité d'énergie mangée n'est pas énorme, comme si je mangeais, par exemple, 3 bols de pâtes et un peu de menthe. Donc, en fait, c'est des petites habitudes qu'il faut mettre en place et qui vont vous permettre de perdre et de maintenir dans le temps. Merci beaucoup à vous. Herman Loko, et félicitations pour votre projet qui a réussi. On vous souhaite de maintenir cela comme ça parce que ce n'est jamais simple, comme je l'ai dit. Le plus difficile, c'est la discipline sur la durée. Merci également à vous, Madame Armande Abibat Baïmé. Herman Amégan, Mylène Fanon, on va passer à la dernière rubrique de cette émission, c'est le quiz. Allez, le quiz, on a encore quelques 3 minutes pour le quiz. Le principe, il est simple. J'ai 5 questions pour vous. Vous constituez l'équipe B et les chroniqueurs constituent l'équipe A. Je sais que vous n'étiez pas préparé à cela, mais c'est une règle de cette émission. Dès que vous avez la réponse, vous m'arrêtez, vous la donnez. Si c'est le cas, on passe à la question suivante et vous avez un point. Et quand vous donnez la mauvaise réponse, ce n'est pas un problème. Donnez autant de réponses que vous pouvez, dès que vous avez des indices qui vous disent quelque chose. Alors, première question. Je suis l'une des lois les plus anciennes. Je caractérise... La charia? Non. Je caractérise un état intermédiaire de la justice pénale entre le système de la vengeance et le recours à un juge comme tiers impartial et désintéressé. Le droit moderne occidental n'applique plus la loi que je suis en matière criminelle. Je suis considéré comme... La loi de Talion. Merci. Premier point. Donc, je suis considéré comme... Pas œil pour œil, dent pour dent. La réponse. Non, je ne peux pas donner cet indice au départ. Donc, je suis considéré comme relevant plus de la vengeance privée que de la justice
Voilà, et je suis utilisé comme argument par les partisans de la peine de mort, partageant l'idée de Joseph de Maistre qui considère qu'une personne qui a tué mérite la mort, seule peine équitable. Je suis symbolisé par l'expression œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Alors, ville, je cherche une ville peuplée de 2 529 300 habitants en 2020. Mon rythme de croissance est reconnu comme l'un des plus rapides actuellement en Afrique. Ville capitale de mon pays. Abuja. Non. Ville capitale de mon pays et principal centre administratif de mon pays, j'ai été fondé à la fin du XVIe siècle par les Niaré, anciennement appelés Niakate. Je suis situé sur les rives du fleuve Niger, appelé Djoliba, ou le fleuve... Bamako, ou Djoliba, le fleuve du sang à Amading, ville abritant les lieux célèbres tels que la Tour de l'Afrique, la Place de la Liberté, la piste touristique de Koulaba, le stade Modibo Keïta, en Bambara. Mon nom signifie Marigot du crocodile. Je suis la capitale du Mali, Bamako. Troisième question. Chanteur, multi-instrumentiste, parolier, compositeur, arrangeur et producteur. Je suis né le 21 avril 1958 à Bukavu. Je suis issu de l'Union. Lokwa Kanza. 2 points contre 1. Je suis issu de l'union d'un père congolais et d'une mère rwandaise. Je m'inscris au conservatoire de Kinshasa avant de prendre la tête à 19 ans seulement du Ballet national de Kinshasa. En 2008, je travaille avec l'artiste congolais Kofi Olomide pour le titre Diabolos sur l'album de ce dernier. En 2016-2017, je suis coach dans la première saison de The Voice Afrique francophone que je remporte avec mon talent Pamela Baketana. Voilà. 4e question. Œuvre poétique publiée en 1939 et rééditée en 1947. J'ai été rédigé entre 1936 et 1939. Poème se présentant comme un long texte d'une 40aine de pages. Je suis sous forme de vers libres, influencé par le surréalisme. Voilà. J'alterne métaphores audacieuses et expressions de révolte. Le retour à la Martinique s'accompagne de la crise. Cahier d'un retour au pays natal. Cahier d'un retour au pays natal, de la prise de conscience et de la condition inégalière des Noirs. Œuvre poétique. Je suis l'un des points de départ de la négritude. Après ma parution, mon auteur poursuivra sa dénonciation du racisme et du colonialisme avec son discours sur le colonialisme. J'ai pour auteur Aimé Césaire. Je suis Cahier d'un retour au pays natal. 5e et dernière question. Trouble mental sévère et chronique. Je touche. Paranoïa. Non. Je touche plus de 20 millions de personnes à travers Alzheimer? le monde. Non. Selon l'OMS. Schizophrénie. J'appartiens donc à la classe des troubles psychotiques. Voilà. J'apparais généralement au début de l'âge adulte. Comme les autres psychoses, je me manifeste par la perte de contact avec la réalité et une tendance donc du sujet qui en souffre à ne pas avoir conscience de sa maladie. Mes symptômes les plus fréquents sont une altération du processus sensoriel et du fonctionnement de la pensée. Je ne suis pas une maladie génétique, mais la conséquence physiologique d'un fonctionnement établi durant la crise psychotique. Je suis couramment traité par les médicaments antipsychotiques ou neuroleptiques, si vous voulez, prévenant les phases aiguës ou diminuant l'intensité de mes symptômes. Je suis la schizophrénie. Merci à vous. Score final 2 points partout. Donc, je garde le point de la victoire pour moi. Et vous êtes parti donc pour le match nul. Merci à vous, Herman Loko. Merci également à vous, Madame Baïmé, pour votre apport dans le talk du jour. Mylène Fanou, Herman Amega, merci également pour votre apport. On va se quitter. On se retrouve demain jeudi à partir de 7h pour un autre numéro de votre matinale La Parenthèse. À très vite.